Je ne saurais commencer cet exposé sans avoir une pensée pour les millions de Congolais qui sont morts depuis 1996 jusqu'à ce jour, sans savoir expressément ce qu'ils ont fait, parce que tous ces Congolais ont eu tort d'être sur un territoire bourré de richesses. Je ne saurais non plus manquer de pensée profonde pour les femmes congolaises dont on ne parle pas parce que ce sont les femmes qui nous donnent la vie, grâce à elles que nous pouvons exister, et tout ce que les femmes congolaises endurent dans le silence le plus total depuis de très nombreuses années, eh bien, est quelque chose d'inacceptable et d'insoutenable. Lorsque j'ai commencé mon travail il y a plusieurs années de ça sur la région des Grands Lacs, je ne savais pas que le Congo était véritablement l'enjeu de ce qui se passe actuellement et de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Mon objectif, en démarrant mes travaux, était tout simplement de comprendre pourquoi deux chefs d'État avaient été tués dans un attentat le 6 avril 1994 et pourquoi, après cet événement tragique, la communauté internationale a gardé le silence sur la mort de deux chefs d'État. L'Afrique ne réagit pas, l'opinion internationale ne réagit pas, les organisations des droits de l'homme ne réagissent pas. Lorsque j'avais découvert que le président Kagame, l'actuel président du Rwanda, était impliqué dans cet attentat, évidemment, les conclusions de mon enquête m'ont valu des pressions insupportables. Évidemment, pour un journaliste, on peut appeler ça les risques du métier. Et je tiens à dire que ces pressions n'ont jamais cessé parce que je crois tout simplement que personne n'a accepté que sur un dossier aussi sensible, que sur un sujet d'une telle gravité, eh bien, un Africain ose non seulement enquêter, mais produire des résultats proches de la vérité. Et je crois que depuis de très nombreuses années, cette pression continue sur le territoire français. Et je tiens à rappeler, depuis que l'annonce de ce livre a été faite, eh bien, plusieurs lettres de menaces nous ont été adressées. Dans cette salle même où nous tenons la rencontre, des pressions ont été exercées il y a quelques heures pour que cette rencontre ne puisse pas avoir lieu. Après plusieurs années de recherche, où j'ai pu me rendre aussi bien en Afrique, aux États-Unis et dans beaucoup de pays européens, j'ai rencontré de nombreux témoins. J'ai pu obtenir de nombreux documents, notamment des documents confidentiels très importants au sein de l'Union européenne. Et au terme de toutes ces rencontres, j'ai fini par me faire une intime conviction. Une conviction non pas fondée sur mes préjugés ou sur mes sentiments, mais une conviction fondée sur les faits. Et les faits, quels sont-ils? Il se trouve que en 1997, plus précisément dès 1996, Laurent Désiré Kabila, donc, qui était à l'époque membre de l'AFDL, l'Alliance démocratique des forces de libération du Congo, avait décidé de renverser le maréchal Mobutu qui gouvernait le Congo depuis plus d'un quart de siècle. Et cette alliance avait été créée, d'après ses fondateurs, dès 1976 par Victor Mpoyo,
que beaucoup de Congolais connaissent très bien, et qui s'est retrouvé par la suite ministre d'État au sein du gouvernement de Laurent Désiré Kabila. L'objectif pour eux était d'essayer de transformer le Congo que le maréchal Mobutu et un certain nombre de pays occidentaux avaient perverti depuis l'indépendance de ce pays. Leur objectif coïncidait bien entendu avec l'aspiration d'une bonne partie du peuple congolais, mais même si les Congolais ne voulaient plus de leur vieux maréchal malade, même si les Congolais voulaient un changement politique majeur dans leur pays, ils ne savaient pas pour l'essentiel, ce qui était aussi le cas de M. Kabila, ils ne savaient pas pour l'essentiel que ce changement, entre guillemets, était aussi voulu par Washington et bien entendu par certaines personnes en Belgique, en Grande-Bretagne et peut-être même aussi en France. Mais le poids de la France n'était pas dans ce dossier aussi important qu'on a voulu le faire croire, en tout cas en ce qui concerne le Congo. Donc lorsque l'AFDL de Kabila se met en place, dans les années en 1996, je constate que, eh bien, les discussions que j'ai pu avoir avec M. Mpoyo et d'autres, c'est qu'ils sont convaincus que les États-Unis vont les soutenir dans cette opération. Évidemment, le gouvernement Clinton avait décidé de changer de partenaire à cette époque parce que le maréchal Mobutu, qui avait été le rempart anticommuniste dans la région pendant toute la période de la guerre froide, était en quelque sorte arrivé au terme de son travail ou de sa mission. Pour eux, pour les États-Unis, comme pour un certain nombre de pays occidentaux, eh bien, le maréchal avait certainement rendu de bons et loyaux services, mais il était nécessaire qu'il parte. Et pour partir, eh bien, ils ont donné l'impression à tout le peuple congolais que, eh bien, le changement allait être déterminant et décisif. Et que ce changement-là était un changement qui était porté par l'ensemble du peuple congolais. Et qu'en plus d'être porté par le peuple congolais, ce changement était l'un des premiers grands changements que l'Afrique allait vivre, puisque, eh bien, pour la première fois, le chef d'État le plus redouté en Afrique pendant de très nombreuses années allait être pour la première fois évincé. Et donc, cette espèce d'engouement général était en réalité une escroquerie. Et pourquoi est-ce que c'était une escroquerie? C'est tout simplement parce que au moment où M. Mpoyo et Kabila, avec l'AFDL, décident de mener l'opération qui vise à renverser le maréchal Mobutu, les États-Unis sont en contact déjà avec les extrémistes Tutsis du Rwanda et le régime du président Yoweri Museveni en Ouganda, et que dans le même temps, M. Mpoyo, donc, qui avait financé la campagne de Bill Clinton, a eu des assurances, effectivement, que les Américains allaient soutenir leur projet. Il lui a envoyé donc M. Bill Richardson, qui était à l'époque l'envoyé spécial de Bill Clinton dans la région, pour superviser un peu les choses. Au regard des faits, on se rend compte qu'au moment où ces négociations ou ces tractations se font, Yoweri Museveni reçoit aussi la même assurance. Donc pour Yoweri Museveni, il est à peu près convaincu que c'est lui qui mène l'opération de renversement du maréchal Mobutu. Pour Laurent Désiré Kabila, Victor Mpoyo et les autres au sein de l'AFDL sont à peu près convaincus que c'est eux qui sont les véritables acteurs de la chute du maréchal Mobutu. Pour les extrémistes Tutsis rwandais, dont Paul Kagame est l'incarnation majeure, ils sont convaincus que c'est eux également qui vont jouer le rôle majeur, puisque M. Mpoyo m'avait fait comprendre que c'était le Rwanda qui avait été choisi par l'AFDL pour préparer les opérations militaires qui allaient aboutir à la prise de Kinshasa et bien entendu à la chute du régime du maréchal. Eh bien, il y a donc trois groupes d'acteurs qui sont à peu près convaincus les uns les autres qu'ils sont les principaux acteurs de l'opération.
j'ai constaté que la plupart des gens de l'AFDL ne maîtrisaient pas du tout le système de renseignement du mouvement, que la sécurité, l'ensemble du dispositif de sécurité des dirigeants de l'AFDL était entre les mains des extrémistes Tutsis du Rwanda. Je découvre également que au même moment où ces extrémistes Tutsis vont s'imposer au sein de l'AFDL, parce que ça a été une des conditions d'ailleurs du président Kagame lorsqu'il a eu à discuter, à négocier avec Laurent Désiré Kabila et Victor Mpoyo, c'était que il avait posé deux conditions à l'époque. Un, le Rwanda puisse effectivement offrir son territoire pour lancer l'opération militaire, mais surtout qu'il fallait accepter et autoriser que les extrémistes Tutsis de l'APR puissent commettre des massacres de populations civiles au Congo, ce qu'ils appelaient les réfugiés Hutus, qui étaient collectivement considérés comme les Interamwe. L'ensemble des dirigeants de l'AFDL qui ont témoigné m'ont tous confirmé que c'était le principal objectif du président Kagame. Et donc, à l'époque, pour eux, intervenir au sein de l'AFDL correspondait pour eux à la possibilité de commettre les massacres sur le territoire congolais. Sauf que, à ce moment-là, ils n'agissaient pas en tant qu'armée patriotique rwandaise. Ils agissaient sous le manteau de l'AFDL, qui était à l'époque dirigé donc effectivement par Laurent Désiré Kabila, comme vous le savez. Mais il y avait un autre élément qui, lui, n'a jamais été présenté à Kabila ou au leader congolais de l'AFDL, c'était la prise de position autour des mines de diamants et de coltan, des richesses du pays. Et ça, c'était véritablement l'agenda le plus confidentiel des extrémistes tutsis rwandais dans ce pays. Sauf que, au fur et à mesure que les opérations militaires vont se dérouler, les Congolais de l'AFDL vont prendre conscience de la gravité de la situation. Et c'est là que un des bras droits de Laurent Désiré Kabila à l'époque, qui s'appelle Kisassé Ngandu, commence à s'opposer farouchement aux éléments de l'armée patriotique rwandaise, en disant qu'ils ne peuvent pas continuer d'accepter qu'ils commettent de tels crimes sur le sol congolais, puisque finalement, c'est l'AFDL qui risque de porter la responsabilité majeure de ces crimes. Évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que Kisassé Ngandu va être assassiné par les éléments de l'armée patriotique rwandaise. Et les circonstances de son assassinat ont été clairement détaillées par le garde du corps personnel de Paul Kagame. Dès 1998, une brouille survient entre Laurent Désiré Kabila et les Rwandais. Petit détail, lorsque Kabila accepte que les éléments de l'armée patriotique rwandaise participent à la chute du maréchal Mobutu, il ne mesure pas lui-même que le fait que la sécurité de tous les leaders de l'AFDL était entre les mains des extrémistes tutsis rwandais allait être un problème à l'arrivée à Kinshasa. Il se rend compte, dès qu'il arrive évidemment, toute la campagne internationale qui était mobilisée contre la corruption au sein de l'armée zaïroise de Mobutu, etc. Ils ont tous sensibilisé Laurent Désiré Kabila et tous les autres leaders de l'AFDL qu'il fallait se débarrasser de tous ces officiers congolais. Parce que ces gens-là allaient être nocifs pour le nouveau régime. C'était la première grande erreur fondamentale de Laurent Désiré Kabila. Puisque la plupart de ces officiers, quel que soit le niveau de moralité qu'on pouvait, l'état de moralité qui était le leur à ce moment-là, le Zaïre de Mobutu avait dépensé beaucoup d'argent pour former ces gens. Donc beaucoup étaient des militaires chevronnés formés dans les grandes académies militaires du monde, aux États-Unis, au Maroc, en France, à Saint-Cyr, etc. Et également en Belgique. Donc, lorsqu'ils font cette campagne pour qu'on se débarrasse de tous ces gens, ils savent pertinemment
que ce sera la fin d'une véritable armée de haut niveau au Zaïre. Mais il ne s'arrête pas là. Les Angolais qui avaient participé à l'opération du renversement de Mobutu, puisque je reviendrai peut-être plus tard sur la façon dont les choses étaient organisées sur le plan militaire, parce que j'ai pu avoir le témoignage de général Mofu qui avait effectivement travaillé à la prise de Kinshasa. Ce n'est pas James Kabarebe, comme on l'a dit et redit. Je pense que quand il dira pour la première fois le témoignage du général Mofu, il sera certainement un peu mal à l'aise. Mais c'est un peu normal, quand on ment, il faut de temps en temps accepter d'être contredit. Évidemment, lorsque l'armée angolaise s'est retirée, Laurent Désiré Kabila s'est retrouvé face à face avec les extrémistes Tutsis du Rwanda de l'APR qui contrôlaient tout l'appareil militaire et sécuritaire du Congo-Zaïre. À partir de ce moment-là, je pense que l'opération de déstabilisation était désormais totalement mise en place. En 1998, comme vous savez, Laurent Désiré Kabila décide de se séparer de ses alliés encombrants et devenu surtout très envahissant. La guerre, ce qu'on a appelé la deuxième guerre du Congo, est effectivement déclenchée cette année-là. Le chef d'état-major James Kabarebe, qui s'était retrouvé en tant que Rwandais, chef d'état-major de l'armée congolaise, est obligé de plier bagages, de rentrer à Kigali pour travailler dans son armée, dans son pays, maintenant pour mettre la seconde phase de leur agenda, qui était l'agenda des mines de diamants et de coltan en place. Évidemment, l'invasion qui va se dérouler à l'est va toucher essentiellement tous les territoires et les zones qui sont des zones où les minerais les plus importants se trouvent. Et c'est à partir de ce moment-là que le Rwanda prend finalement et définitivement possession du Congo-Zaïre. Mais pour masquer leur opération et leur plan, ils créent le RCD Goma en mettant à leur tête des Congolais. Là encore, même stratégie qu'avec l'AFDL, j'interroge certains hauts responsables du RCD Goma, dont certains aussi travaillaient pour les services de renseignement. Je dis, mais qui c'est qui était en charge des services de renseignement du RCD Goma et qui c'est qui travaillait qui avait la charge de protéger vos leaders? Même réponse à quelques années de distance et avec des gens qui ne se connaissaient pas. Eh bien, tous disent que l'ensemble du dispositif de sécurité du RCD Goma et des services de renseignement était entre les mains des extrémistes Tutsis du Rwanda. Deuxième grande erreur, c'est que les Congolais qui s'étaient appuyés sur le Rwanda, qui avaient des raisons légitimes de s'opposer à Laurent Désiré Kabila, eh bien, ne se sont pas rendus compte que le dispositif sur lequel ils s'appuyaient était un dispositif qui était complètement miné et que la marge de manœuvre qu'ils pouvaient avoir était extrêmement faible. Et donc, ils se sont retrouvés en train de travailler, non pas pour apporter le changement au Congo face au gouvernement de Laurent Désiré Kabila qu'ils contestaient, mais ils se sont retrouvés en train de travailler pour le Rwanda et pour les multinationales qui étaient déjà engagées derrière le Rwanda pour travailler avec le président Paul Kagame. En menant cette enquête, mon objectif n'était pas de faire une enquête sur les Tutsis, parce que j'en connais beaucoup et j'ai des amis parmi les Tutsis, comme j'en ai parmi les Hutus, comme j'en ai parmi les Congolais également. Mais mon objectif était d'identifier à l'intérieur de cette communauté ce qui posait problème. Et je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes qui avaient commis l'attentat du 6 avril 1994, qui avaient travaillé au renversement du maréchal Mobutu, qui ont envahi
Laurent Désiré Kabila, qu'il prétendait avoir soutenu, et qui plus tard vont participer également à son assassinat. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment connu, mais je pense que bientôt on commencera à avoir des informations extrêmement détaillées de la façon dont le Rwanda a été impliqué dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et en travaillant sur les extrémistes Tutsis, j'ai d'abord voulu contribuer au fait que dans l'opinion publique aujourd'hui, lorsque vous dites que « Ah, tiens, il y a des Tutsis qui peuvent être méchants », tout le monde vous regarde avec des grands yeux en vous disant « Vous, vous êtes négationniste, vous êtes révisionniste, vous êtes contre le génocide des Tutsis ». Je considère que cette façon de procéder relève du terrorisme intellectuel. Je pense tout simplement que les extrémistes Tutsis du Rwanda n'ont pas perdu autant de personnes que les Tutsis qui étaient à l'intérieur de ce pays. La plupart des extrémistes Tutsis qui ont commis les crimes et qui ont commis l'attentat du 6 avril venaient d'Ouganda et avaient une partie essentielle de leur famille en Ouganda et dans les pays étrangers. Et qu'ils ont sacrifié les Tutsis de l'intérieur et qu'ils se sont appuyés en plus sur cela, sur ces victimes-là, pour s'arroger le droit d'abord, de se faire passer pour des victimes, en plus de se faire passer pour les porte-paroles des victimes. Cette imposture, à la fois sur le plan politique et humain, est inacceptable. Et c'est pour cela que je pense qu'un minimum de rigueur intellectuelle nécessitait qu'on pose la question de savoir, d'accord, évidemment, il y a eu des Tutsis tués au Rwanda en 1994, d'accord, il y a eu un génocide commis à l'égard de ces gens, mais que viennent faire les Congolais dans cette galère? Est-ce que des Congolais ont traversé la frontière en 1994 pour aller massacrer des Tutsis aussi? Est-ce que des Congolais ont refusé d'accueillir les Tutsis rwandais? Et dans le livre, je montre très bien que toute l'imposture qui a été faite autour des Banyamulenge relève également de la manipulation. Depuis les années 20, le Congo a toujours accueilli sur son sol des Tutsis venant du Rwanda, pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques sur le plan à l'époque coloniale, mais mieux que ça, lorsque il y a eu les événements de 1959, où il y a eu un changement de pouvoir au Rwanda, où les Tutsis, évidemment, dirigeaient le pays sous le régime monarchique, beaucoup de Tutsis qui fuyaient effectivement les événements tragiques de leur pays se sont réfugiés au Congo et les Congolais les ont accueillis à bras ouverts sans aucun problème. Ils ont fait mieux que ça. Je suis bien entendu ceux qui critiquent beaucoup le maréchal Mobutu, mais évidemment, il y a très peu de... je tiens à rappeler quand même que c'est sous le maréchal Mobutu que beaucoup de Tutsis ont prospéré dans ce pays et que le directeur de cabinet du président Mobutu, M. Bisengimana, était un réfugié Tutsi qui est arrivé à ce niveau de pouvoir et qui fait partie des gens qui ont travaillé à la mise en place de la déstabilisation du Congo qu'on voit aujourd'hui. Donc, toute la campagne qui a été faite sur le Kivu, sur les Banyamulenge avec Laurent Nkunda, dont on nous dit aujourd'hui qu'il est en résidence surveillée au Rwanda, je pense que c'est malhonnête et surtout c'est injuste à l'égard du peuple congolais. Pour tout ce que le peuple congolais a consenti, parce que dans les années 70 jusqu'aux années 80 à peu près, le gouvernement du Zaïre de Mobutu avait consenti un certain nombre de bourses de formation à beaucoup de réfugiés Tutsis, au détriment parfois d'un certain nombre de Congolais. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse avoir le comportement qu'on a aujourd'hui à l'égard de ce pays. Ça, c'est un point. L'autre point que je voulais aborder, que j'ai abordé également dans ce livre, je vais parler des soutiens évidemment, c'est la grande manipulation, l'insupportable manipulation qu'il y a entre les événements du Rwanda avec la Shoah. Je pense tout simplement qu'il ne fallait plus continuer de laisser cette mascarade se répandre.
pour avoir beaucoup travaillé sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, ce que certains d'entre vous savent, j'ai travaillé beaucoup sur le rôle des Africains dans l'armée française pendant cette période, et que je suis allé en Allemagne interroger l'un des derniers survivants noirs des camps nazis. Donc il est né en Allemagne, il a grandi avec le régime d'Hitler, et il a été parmi les Noirs qui ont subi les lois du Troisième Reich en Allemagne. Donc je connais un tout petit peu le dossier de la Seconde Guerre mondiale et des événements qui l'ont accompagné. Pour connaître aussi un peu le dossier du Rwanda, j'ai essayé d'énumérer dans ce livre un certain nombre de faits précis qui prouvent qu'il n'y a aucun élément précis, strictement aucun, qui puisse permettre de comparer les événements de la Seconde Guerre mondiale avec les événements du Rwanda. Exemple, le président Juvenal Habyarimana, si dictateur fut-il, comme le disent tous ceux qui le détestent, il n'a jamais écrit un livre de la trempe de Mein Kampf, comme l'a fait Hitler. Le président Juvenal Habyarimana, on peut le détester, il n'a jamais prononcé un seul discours mettant en cause une partie de la population de son pays. Jusqu'à ce jour, je n'en ai pas trouvé. J'attends qu'on m'apporte un discours du président Habyarimana où il dit « mort les Tutsis » ou on va castrer ou je ne sais pas quoi, faire quoi avec des Tutsis qui étaient au Rwanda. Je n'en ai pas trouvé un seul. Il n'y a jamais eu au Rwanda d'infrastructure d'extermination comme ça a été fait en Allemagne. On n'a pas vu des camps de concentration au Rwanda. Peut-être qu'aujourd'hui il y en a pour les populations qui n'ont pas le bon profil. Il n'y a jamais eu de guerre que le président Habyarimana a déclenché contre ses voisins, comme Hitler l'a déclenché contre la France, contre la Belgique et la Pologne. Quand je parle de guerre déclenchée par le président Habyarimana, les Juifs n'ont jamais déclenché la guerre contre la Wehrmacht dans les événements de 1940 jusqu'en 1945. Mais les extrémistes Tutsis ont déclenché deux guerres au Rwanda contre ce qu'ils appelaient leur pays d'origine. La communauté juive n'a pas pris le pouvoir à Berlin, les armes à la main, en 1945. En 1994, les extrémistes Tutsis ont bien pris le pouvoir au Rwanda, les armes à la main, en massacrant à la fois des Hutus et les Tutsis, comme je le dis, puisque eux-mêmes ont reconnu que lorsqu'ils sont arrivés à Kigali, ils ne savaient pas distinguer qui était Hutu, qui était Tutsi, ils tiraient dans la masse. Donc, j'ai dit dans le livre que s'il fallait énumérer des faits historiques extrêmement précis, ça ferait tout un livre qui prouverait qu'il n'y a aucun point de similitude entre les événements du Rwanda et les événements qui ont été à la base de l'extermination des Juifs ou même les exterminations des Noirs qui étaient en Allemagne sous le Troisième Reich. Et je pense que les Français, les Américains, les Belges, les Africains, qui contribuent à renforcer, et même une partie de la communauté juive qui accepte cela, eh bien, crachent sur les victimes de la Deuxième Guerre mondiale pendant ces événements. Je pense également que c'est une insulte à la mémoire des vraies victimes de la Shoah, et c'est une insulte à l'égard du peuple rwandais, et c'est une insulte à l'égard du peuple congolais qui aujourd'hui vit les massacres de ces mêmes extrémistes. Le fait de ne pas vouloir qu'on parle de ces gens-là, le fait de ne pas vouloir qu'on ouvre le dossier criminel des extrémistes Tutsis, eh bien, c'est prendre en otage toute la communauté Tutsi. Surtout aussi, c'est de permettre que les Congolais n'aient pas la possibilité et le droit de pouvoir poser des questions sur l'occupation territoriale dont ils font l'objet depuis 1996. Mieux que ça, c'est de permettre, c'est d'autoriser définitivement que les extrémistes Tutsis du Rwanda
déstabilise toute la région des Grands Lacs et au-delà, sans que les gens aient le droit de dire qu'il y a violation du droit international avec les invasions étrangères et que, eh bien, qu'il y a des crimes économiques qui sont commis au Congo et probablement au-delà, parce que de ce que je sais aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas le Congo seulement. C'est tous les pays pétroliers de la région et surtout la possibilité d'étendre une espèce de domination et de contrôle dans une région totalement instable des multinationales et des États puissants qui soutiennent ce groupuscule toutiste, comme je le dis, pour qu'ils puissent continuer à diffuser très largement leur idéologie de la haine, du séparatisme et surtout du particularisme dans la région. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de discrimination à l'égard des Tutsis, je tiens aussi à rappeler quand même qu'il me semble que, pour ceux qui ont une bonne connaissance sociologique de la région d'Afrique centrale, la plupart dans cette région, vous avez le groupe Pygmée, qui est un groupe qui est l'un des plus discriminés dans la région, aussi bien au Cameroun, au Congo, en République centrafricaine, au Tchad et au Gabon. Eh bien, ce groupe, les Pygmées, n'ont jamais appelé un seul État de la région à leur venir en aide parce qu'ils étaient victimes de discrimination dans un des pays. Ils n'ont jamais non plus appelé à ce que, eh bien, il y ait une campagne de sensibilisation sur les discriminations dont ils font l'objet, pas plus qu'ils n'ont cherché à ce que, eh bien, il y ait une ingérence d'un pays quelconque par rapport à leurs droits les plus fondamentaux. Donc je considère que cette campagne qui a été alimentée en France, en particulier depuis plusieurs années, sur le fait que les Tutsis étaient persécutés dans la région, notamment au Congo, est quelque chose qui est historiquement improbable. Improbable. Les discriminations, et je parle sous le contrôle de beaucoup de Congolais dans la salle qui savent exactement ce que leur pays a apporté à cette communauté. Donc je voulais extraire ce groupuscule d'extrémistes du débat politique, du débat juridique dans la région des Grands Lacs. Le rôle des États-Unis dans la région a été capital. Parce que pour qu'on comprenne pourquoi les extrémistes Tutsis du Rwanda peuvent avoir autant de pouvoir et autant de considération, y compris dans la presse internationale, il faut savoir qui est derrière eux. Et j'ai découvert, en faisant mes recherches, qu'ils avaient beaucoup de gens derrière eux. Et que tous ces gens qui sont derrière eux ont plusieurs objectifs qui sont, je crois, généralement convergents. C'est d'abord la possibilité de ne pas permettre que la vérité se fasse. Sur l'attentat du 6 avril notamment, vous avez tous suivi en France les pressions autour de l'affaire de l'attentat du 6 avril. Parce que cet attentat, comme me l'avait dit Carla Del Ponte, eh bien, si le procureur, si il est clairement démontré que ce sont les extrémistes Tutsis de l'APR qui ont abattu l'avion, alors il va falloir réécrire toute l'histoire qu'on a. Bon, et je crois que Carla, en le disant, elle savait effectivement que c'était ça, la grande difficulté. Évidemment, pour avoir osé vouloir mettre en cause les extrémistes Tutsis, Carla Del Ponte a été évincée du tribunal. Mais ce qui était important, c'était qu'il fallait pouvoir identifier les forces qui opèrent derrière ces gens pour permettre aux Congolais, bien entendu, à tous les Africains, puis aux Occidentaux de bonne foi, de poser des questions sur les raisons de ce type de soutien. On peut soutenir des gens qui posent des actes salutaires. Ça se comprend. Si vous prenez la paix, la sécurité, la stabilité dans votre propre pays et dans la région, tout le monde de sensé peut comprendre qu'on vous soutienne. Mais lorsque vous prenez le séparatisme, d'abord dans votre propre pays, ce n'est pas un scoop que de savoir
que beaucoup de Hutus aujourd'hui sont quasiment inexistants au Rwanda, sur le plan politique, bien entendu, sur le plan économique, sur le plan intellectuel. Il n'y a pas de gens sensés qui puissent comprendre qu'on soutienne un groupe de gens qui violent allègrement le droit international. Il semble qu'en Afrique, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation a été un acquis indiscutable, quelles que soient les frustrations que beaucoup d'Africains peuvent garder de ces frontières héritées de la colonisation. On a dit on ne les touche plus. Le Rwanda a violé le droit international en envahissant le territoire congolais. Il me semble, il y a quelques années, que lorsque l'Irak l'avait fait, la consternation était générale dans le monde entier. Et Saddam Hussein n'a jamais cessé de payer, jusqu'à sa mort, le fait d'avoir osé envahir le Koweït. Comment il paraît presque normal et je dirais encourageant de voir quelqu'un envahir un territoire aussi grand qu'une bonne partie de l'Europe occidentale et il ne se passe rien. Une accumulation des rapports des Nations Unies sur la table qui démontre qu'il y a violation territoriale, qu'il y a massacre de populations civiles, qu'il y a pillage des ressources, et le Conseil de sécurité n'adopte aucune sanction. J'ai même découvert dans un rapport confidentiel de l'Union européenne, dont je reproduis les extraits dans ce livre, qu'un certain Louis Michel, commissaire européen en exercice sortant, lorsqu'un diplomate allemand reçoit des rapports avec ses collègues au sein de la Commission de l'Union européenne, ils disent quand même le Rwanda exagère. Il faut que nous puissions prendre des sanctions économiques liées à l'aide au développement. Du fait de l'accumulation du dossier criminel concernant le Rwanda, l'Union européenne doit pouvoir prendre des mesures conservatoires pour suspendre l'aide de l'Union européenne au Rwanda. Et le commissaire européen Louis Michel dit que c'est inacceptable et ce sera plutôt contre-productif. Je découvre également que le même commissaire européen, Louis Michel, va défendre le gouvernement rwandais à l'ONU, alors que le Rwanda est représenté par son ambassadeur à l'ONU. Donc, un représentant de l'Union européenne va défendre un pays étranger au sein des Nations Unies pour demander que les Nations Unies se mobilisent pour soutenir le Rwanda. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu, mais je l'ai appris dans ce dossier. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé
Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.